à tous. C'est parti, lancement de Decrypt Elite, co-organisé, un co-projet entre ma chaîne YouTube France Basket et donc la chaîne de Ben Backcourt, que vous connaissez peut-être. Bienvenue Ben, comment tu vas? Ça va très très bien. Écoute, le basket français a repris et donc je suis très content. On est là, ça a repris depuis 2 semaines, 2, 3 semaines, si je ne me trompe pas. Des matchs en semaine. Voilà, le concept, chaque mois, on va revenir avec différents acteurs, différents invités, Ben et moi, sur ce qui s'est passé chaque mois. Donc là, on est début octobre, on revient sur ce court mois de septembre, hein. Ça nous manque 4 journées, mais déjà très intéressante. On va peut-être tout simplement rappeler le programme de l'émission. Ben, je te laisse peut-être la parole. Et te Ouais, présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'on fait quand même les présentations lors de la première vidéo. c'est ça. Eh bien, effectivement, si vous ne me connaissez pas, j'ai lancé il y a quelques mois maintenant une chaîne YouTube Backcourt. Donc, je vous invite à aller la checker. Pareil, même nom sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'habite à La Rochelle et donc je couvrirai plus particulièrement la Pro B cette année. Et effectivement, pour ce concept, eh bien, on va faire un petit retour sur les quatre journées qui se sont passées sur la Betclic Elite. On parlera un petit peu de nos équipes surprises, de nos équipes un petit peu déception, et puis un petit peu pareil pour les performances individuelles. Quels sont les joueurs qui nous ont un petit peu tapé dans l'œil au cours de ces 4 premières journées? Voilà, et moi, France Basket, précisément Gauthier, donc ça fait 3 ans. Commence à élaborer pas mal de projets autour de la Nationale 2, notamment du côté de Metz BC, voilà, pour le club que je vais suivre cette année. Voilà, on organise en parallèle des petites émissions Betclic Elite. On va peut-être commencer avec les 7 matchs, Ben. 7 matchs qui se sont joués ce week-end, 7 matchs qui étaient diffusés exclusivement, bien sûr, sur Squeak. On va peut-être commencer par parler de ça. Squeak, le nouveau diffuseur de la Betclic Elite. C'est plutôt intéressant, les retransmissions. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de ce nouveau diffuseur jusqu'en 2030 pour 7 ans avec la LNB? Ouais, bah, écoute, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, notamment, par rapport aux horaires de diffusion, hein. Ça a un petit peu fait Ouais, grincer des dents ouais, quelques dirigeants, quelques coachs. C'était le cas de Jean-Denis Choulet, avec des matchs à 14h30, d'autres à 16h30. C'est vrai que les clubs, ils craignent un petit peu le fait d'avoir, moins d'affluence et donc moins de recettes de billetterie. Après, ce qui est particulièrement intéressant, et ça, c'est que mon point de vue, ça n'engage que moi, mais avec Squeak, c'est que ça regroupe vraiment pour les fans de basket, on va dire, une large palette de championnats et sur une même plateforme, on va pouvoir regarder à la fois de la Betclic Elite, de l'Euroleague, de l'Eurocup, du basket FIBA, de la ligue féminin, féminine de basket et ça, du voilà, coup, comme tu c'est vraiment très, très chouette. très, Pour très un chouette, tarif assez abordable en plus. assez abordable. Il me semble qu'il y avait une offre là, récemment, 59,99, elle est terminée. Il me semble que c'est autour de maintenant 6,50 € par mois, quelque chose comme ça, donc 65 € sur l'année. Il y a des offres encore qui sont encore d'actualité. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant qu'il y a aussi la chaîne L'équipe qui revient. Pour les gens qui n'ont pas forcément le temps et l'investissement, parce que ça demande aussi un investissement quand même, vu qu'il y a un coût financier, voilà, de suivre l'affiche de chaque journée sur la chaîne L'équipe le dimanche soir. Un match gratuit d'ailleurs, on s'est fait plaisir, on va peut-être commencer là-dessus. On s'est fait plaisir hier soir, il n'y a pas eu d'autres mots. L'Asvel, le Classico, le grand choc Asvel, Monaco, et franchement, on s'est fait plaisir. Je vais te laisser commencer, peut-être un petit résumé sur ce que tu as vécu toi de ton côté. Ouais, on s'est fait plaisir, mais encore une défaite pour l'Asvel, on va dire, hein. L'année dernière, je crois qu'il y a eu 4 confrontations entre Monaco et l'Asvel et entre l'Euroleague forcément et le championnat, voire même plus, parce qu'il y a eu la finale de la Coupe de France et Monaco a Ouais, remporté tous ses matchs. Et c'était un petit peu rebelote hier. Donc, comme tu l'as dit, un match très intéressant, où pour le coup, on a vu quand même que le niveau de jeu de l'Asvel était quand mm, même mm, mm. déjà bien supérieur à celui de la saison passée. Mais défaite au bout, alors que Monaco, il leur manque encore quand même des joueurs, que l'Asvel était au complet. Donc il y a encore quelques réglages à faire du côté de l'Asvel, mais on voit que si jamais Monaco se relâche, eh bien l'Asvel pourrait être une des équipes qui pourrait jouer les yeux dans les yeux avec Monaco en fin de saison. Et ça, c'est plutôt intéressant pour l'Asvel.
On va peut-être rappeler le recrutement de l'ASVEL qui est intéressant. Il y a déjà le retour de blessure de Geoffrey Lauvergne. Rapidement, on est d'accord qu'il peut aspirer à une place dans les JO. Du moins, les places vont leur choisir. Mais quand on voit ce qu'il fait, il me semble qu'il est meilleur marqueur de son équipe hier soir, si je ne me trompe pas, devant Nando De Colo qui a fait encore une bonne partie. Il y a lui, il y a Geoffrey Lauvergne qui est de retour, les arrivées de Mike Scott de Nancy, de Enzai de Blois notamment, et Gbounou à l'intérieur. Il y aura toujours Mustapha Fall, Youssouf Afal, pardon, Youssouf Afal, toujours là avec ses 2,19 m. Ouais, c'est intéressant. Il y a d'autres joueurs comme Timothée Luakorabo. Tu as fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Je pense que les gens peuvent aller voir sur ta chaîne. On mettra peut-être le lien après. Mais effectivement, le recrutement de l'ASVEL, et je ne cite pas tous les joueurs. Hein. Je pense que tu peux continuer là-dessus. Mais ils ont fait effectivement, dans le jeu, c'est très intéressant. Des nouveaux coachs adjoints, notamment l'ancien coach de Paris. Il y a 3 saisons maintenant, Jean-Christophe Prat. Il y a un nouveau projet pour l'ASVEL qui se met en place. Et moi, je pense notamment en Euroleague, ça va être intéressant de les suivre cette année. Voilà. Ouais, avec l'arrivée de leur nouvelle salle, effectivement. Après, c'est vrai que l'effectif, l'ASVEL a un peu mis les moyens. La saison dernière a été très compliquée. L'ASVEL s'en est un peu pris plein les dents, on va dire, médiatiquement, par les supporters, par les suiveurs du basket français, etc. Avec l'arrivée dans la nouvelle salle, je pense vraiment qu'ils voulaient mettre le paquet pour essayer de ne pas reterminer à la dernière place de l'Euroleague et vivre une saison aussi compliquée. Après, en termes de projet, il faut voir, puisque normalement, ça devrait être plus ou moins acté. TJ Parker ne devrait pas continuer la saison prochaine. Ce sera la dernière saison normalement de Vincent Collet à la tête de l'équipe de France. Et il y a eu des rumeurs comme quoi Vincent Collet pourrait aller à l'ASVEL l'année prochaine. Donc, on verra en termes de projet. Et tu mentionnais Geoffrey Lauvergne. C'est vrai que son nom, il revient assez peu au final dans les discussions pour l'équipe de France. Il a déjà été en équipe de France. Je pense qu'il peut-être il n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec Vincent Collet. Donc pour l'équipe de France, pour les JO, ça me semble un peu compromis pour lui. Après, effectivement, s'il y a des discordes entre Geoffrey Lauvergne et Vincent Collet, et que Vincent Collet serait peut-être le coach de l'ASVEL la Ouais. saison prochaine, à voir du coup. Mais bon, on en est encore très loin. On peut peut-être parler de Monaco aussi, ça continue. Tu parlais des nouvelles recrues qui ne sont peut-être pas forcément encore arrivées. Le cas Kemba Walker qui arrive de NBA. Multi-All-Star plusieurs fois. Il me semble qu'il a été aussi élu une fois dans le 5 de l'année, si je ne me trompe pas. Ouais. À voir quel rôle il aura, mais quand on voit ce que fait Monaco hier sans lui, sans Mamadou Jaïté qui arrive de Bologne, Virtus Bologne, si je ne me trompe pas non plus, une équipe d'Euroleague. Franchement, Monaco, en plus, qui recrute aussi GFL et de bons JFL avec un rôle maker défensif. Je pense notamment à un certain Terry Tarpé qui, on va peut-être le rappeler sur une dernière action, je ne sais pas si tu l'as en tête, interception et il verrouille le cadenas pour la victoire. Donc ouais, Monaco, c'est intéressant et je vais peut-être te laisser enchaîner sur Mike James et Okobo qui ont réalisé encore une partie exceptionnelle hier soir. Ouais, bah, pour le coup, j'ai trouvé que l'ASVEL avait peut-être mieux joué collectivement hier que Monaco. Monaco s'est énormément appuyé effectivement sur son duo de scoreurs, hein, Elie Okobo, Mike James, qui ont des talents supérieurs. Donc, à voir. J'ai surtout hâte de voir Monaco évoluer en Euroleague. Ils ont un backcourt vraiment très, très talentueux. Après, j'attends quand même mieux de leur part en termes de jeu collectif. On sait que c'est pas toujours le point fort de Sasa Obradovic qui laisse beaucoup de liberté offensive, notamment à ses joueurs, mais pour dominer et pour aussi performer encore une fois en Euroleague, il va falloir montrer d'autres choses collectivement, surtout que Monaco a quand même un certain avantage, c'est qu'ils ont gardé la quasi-totalité de leur effectif, donc on pourrait s'attendre peut-être à une meilleure circulation de balles, et pas simplement un jeu axé sur voilà, le talent de leurs joueurs extérieurs. C'est vrai, on va peut-être en parler dans les matchs qui nous ont retenu l'attention dans quelques instants. On va peut-être parler rapidement des autres résultats, vu qu'on a un programme assez conséquent. Donc, il y avait 7 matchs, puisque Cholet devait jouer contre Nancy et Strasbourg rappelle-moi, contre Saint-Quentin, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça.
Sauf que ces deux équipes tentaient de valider leur ticket pour la BCL dans un tournoi qualificatif. C'est chose faite, on va en parler après. Voilà, Blois qui perd, je pense que tu vas nous parler après de cette équipe, qui perd à domicile contre Nanterre, mais Nanterre qui, on va peut-être un peu parler de cette équipe parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'y revenir dans l'émission après. Nanterre, moi je trouve que Pascal Donadieu a fait des bons choix en recrutant Fogfay, Joël Ayayi, si je ne me trompe pas, notamment Joanne Bégarin du Paris Basketball. Rien que ces joueurs, Bibins notamment, c'est quand même un très beau roster pour Nanterre, qui avait Wembanyama il y a quelques saisons, il faut le rappeler. Ouais, sur le papier, c'est vrai que Nanterre nous habitue maintenant saison après saison à dresser des rosters alléchants. Alors ces dernières saisons, ça a pas forcément souri. Là, pour la dernière saison de Pascal Donadieu, peut-être Nanterre arrivera à enfin décrocher les playoffs. C'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt pas mal. J'attends encore de voir sur la durée, puisque je trouve quand même qu'ils ont certaines lacunes, hein. J'en parlais dans ma preview, ça manque un petit peu de spacing à mon goût, de joueurs, fiables derrière l'arc, hormis, Bastien Pinot qui est un vrai Ouais, sniper. Pinot, ouais, Je pense que Justin Bibbins va avoir un rôle encore plus important, que lors des saisons précédentes pour justement pouvoir étirer les défenses parce que l'adresse, extérieure, c'est pas vraiment la qualité principale de Johan Bégarin ou de Joël Agaï qui sont plutôt des dragsters qui prennent le ballon et qui vont aller, provoquer les défenses. Donc, c'est vrai que si les défenses se resserrent, voilà, les soirs où ça rentrera pas dedans, ça pourrait être compliqué pour Nanterre. Tu le rappelles, effectivement, ils ont une grosse adresse là sur des matchs importants. Bon, importants, non. Important, oui, à gagner pour le maintien déjà. Ils ont battu Le Portel, il faut le rappeler, largement. Ils ont battu Blois ce week-end. Blois, tu vas y revenir là-dessus. Le CSP Limoges qui perd 65-83 face au Paris Basketball, coaché par l'ancien coach de Beaune. Ils ont Lusao. Ils ont ramené pratiquement avec lui toute son équipe championne, il faut le rappeler, hein, du championnat allemand de la BCL. On va y revenir dans quelques instants, cette équipe du Paris Basketball. Elle impressionne et tu parlais de nouvelle salle tout à l'heure. Il me semble que Paris va avoir une nouvelle salle de 12 000 places à la porte de la Chapelle très bientôt. On va peut-être parler aussi du match délocalisé, le derby francilien ce week-end. Franchement, cette équipe de Paris avec Nadir Riffi, elle est intéressante. Je ne sais pas ce que tu en penses. Franchement, tu as tout dit. Je pense qu'il y a pas grand-chose à en dire à part que, ouais, ils impressionnent, ils continuent, enfin ils continuent. L'équipe de Bonn qui est maintenant Paris Basket, puisqu'effectivement ils ont 6 ou 7 joueurs de Bonn, plus le coach, plus le staff, ils continuent sur leur lancée de la saison dernière et ce qui est vraiment frappant en fait, c'est le niveau d'intensité que les joueurs déploient et c'est le coach l'avait bien dit et d'ailleurs, il fait ses rotations en fonction de ça. Tu as quasiment aucun joueur qui reste plus de 2 minutes 30 sur le parquet. Les rotations s'enchaînent, ils ont un effectif long, ce qui leur permet vraiment de jouer avec une intensité défensive, surtout assez phénoménale. C'est une équipe impressionnante qui est également offensive et défensive. On se souvient du carton qu'ils ont mis face au Mans là, il y a à peu près une semaine lorsqu'on tournait l'émission. Il me semble 115-72, quelque chose comme ça. C'est d'ailleurs la plus grosse victoire de l'histoire du club, si je ne me trompe pas, le plus gros écart. Ouais. En même temps, le club, il est assez récent, on va pas se le Il est cacher. assez récent, 2018, c'est vrai, mais bon, il y a quelque chose qui se construit. C'est vrai que tu fais bien de le rappeler. Tu fais bien de le rappeler, mais c'est quand même une montée progressive. Et je pense que Paris Basket fait les choses bien, notamment en recrutant ce coach. Voilà. Et on va y revenir après. Ils jouent en Eurocup cette année. Ils étaient allés en quart de finale, si je ne me trompe pas, l'an dernier, perdu contre le Gran Canaria. Ouais, Si je je dis crois pas que de c'est bêtises, ça. ouais. Ouais. Donc Ouais. il y a peut-être cet objectif aussi qui trotte dans la tête des Parisiens. Rapidement, Rouen qui perd à domicile contre Chalon-sur-Saône. Tu grimaces. Je pense Ouais, que. Vas-y. ouais, c'est ça. Moi, je suis rouennais, voilà, je suis né à Rouen, je suis un supporter de Rouen. Alors, tu auras l'occasion, toi, peut-être d'en reparler de Chalon, peut-être. Donc, je glisserai quelques mots à cette occasion sur Rouen et sur Chalon. Ça marche. Et Bourg qui a battu cette fois-ci Gravelines, quatrième défaite consécutive de Gravelines. Apparemment, tu risques de nous parler de Gravelines
d'ici quelques minutes. Bourg qui respire après sa défaite à Blois il y a quelques jours. Bourg, un effectif cohérent. Coaché, tu parlais tout à l'heure de l'équipe de France, coaché par peut-être le futur coach de l'équipe de France. Donc une victoire 90-82, Bourg qui jouera aussi l'Eurocup. Ils ont recruté des joueurs pas forcément connus du championnat européen. Ils ont perdu Pierre Pelos, qui est parti d'ailleurs à Gran Canaria très tardivement. Mais bon, on a quelqu'un à la main qui s'appelle Hugo Benitez, et pour moi, qui est peut-être la révélation de Bourg. Du moins, il avait toqué à la porte de l'équipe de France. Donc voilà, je vais te laisser enchaîner sur Bourg. Ouais, bah, Bourg, tu as bien dit, hein, un effectif très cohérent qui me semble encore. Déjà, l'effectif de l'année dernière était intéressant aussi en termes de profondeur, mais là, ils en ont remis une couche, puisqu'ils ont, comparé à l'année dernière, maintenant, ils ont vraiment 3 pivots, ce qui m'a un petit peu étonné quand j'ai vu qu'il y avait 3 pivots, qu'ils ont fait venir Baudur Massa qui était à la SIG. Ils ont fait venir des joueurs d'Allemagne qui ont, bah, de bonnes références dans le championnat allemand. Donc, c'est vraiment un effectif taillé pour le haut du tableau et ça ne m'étonnerait pas non plus qu'ils aillent assez loin en Eurocup, tant il y a de la profondeur, mais aussi du talent, de la continuité. Ils ont tout pour moi pour figurer dans le top 4 de notre championnat. Freddy Fotou, qui est un bon coach, un ancien assistant à l'Asvel. C'est voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Bourg, et à voir ce que ça va faire sur les matchs de référence. On les attend notamment contre des équipes, je pense contre l'Asvel, contre Monaco, Paris. Voilà. Dijon, enfin, qui se réveille. On va peut-être sortir les cloches. Grosse victoire face à Boulogne-le-Valois. Il n'y a pas eu photo, par contre. On va peut-être y revenir après sur Dijon. Enfin, l'équipe de Nenad Markovic respire. Et pour un monument du basket français récent, avec David Loston à la main, ça peut que nous faire sourire. Je ne sais pas ce que tu en penses de du gros carton de Dijon. Pour moi, c'était attendu, hein, surtout quand on voit les prestations des Mets. Je te laisserai plus parler de Dijon peut-être tout à l'heure, mais pour moi, c'était attendu. C'était attendu. Les Mets, ça va mal. Il me semble que j'ai cru lire sur Bibasket, là, ils avaient recruté Rudine de Maïs Balou, mais qui n'est pas qualifié. On parle maintenant de Mathieu Gauzin qui pourrait arriver. Ça fait un nouveau joueur encore. Il me semble que les Mets, de toute façon, on peut en parler rapidement. L'après Victor, l'après Bilal Koulibaly aussi, qui était une révélation de cette saison. L'après Vincent Collet. Monsieur Laurent Foirès qui arrive de Pro B, qui a réalisé une saison catastrophique avec Quimper, on est d'accord, se retrouve avec un seul joueur qui est resté, Laou Konaté, un bon JFL, assez polyvalent. Mais pour moi, c'est une équipe bien trop jeune, et il y a Dibou Bost qui est arrivé, mais il n'a tout simplement encore rien fait. Peut-être lui qui va permettre de sauver les Mets, mais ouais, ça va être compliqué pour les métropolitains cette saison, je pense. Ouais. On enchaîne peut-être. On a fait le tour. On a fait le tour des rencontres, si je ne me trompe pas. Voilà. Ouais, je pense qu'on peut enchaîner, ouais, effectivement. Ouais, on va enchaîner rapidement. Peut-être rapidement parler 4-5 minutes. On parlait tout à l'heure des affiches, des 3 grosses affiches qui nous ont marqué. On en a regardé 2 tous les deux. Voilà, sur Squeak. Monaco-Saint-Quentin. On s'attendait peut-être à un carton. Je vais te laisser commencer vas-y, à t'expliquer sur ce match, pourquoi on l'a choisi. Ouais, bah, c'est un match qui peut-être, on va dire être révélateur, un bon révélateur pour les 2 équipes. D'un côté, Saint-Quentin qui est donc promu un petit peu à la surprise générale, qui est une équipe, qui a quand même dominé, en Pro B la saison dernière. On sait que Saint-Quentin, ils ont un très gros atout, c'est leur cœur, c'est leur combativité et c'est aussi leur salle Pierre Rat avec un public phénoménal. Et on sait, et ça a montré, hein, face à une équipe de relique qui est Monaco, que Saint-Quentin, peut-être, ils pourront jouer les yeux dans les yeux avec tout le monde à domicile et qu'ils n'auront peur de personne. Et à l'inverse, on a vu un Monaco extrêmement suffisant, j'ai envie de dire,
Et donc, pour moi, ça incarne vraiment que, eh ben, peut-être que la seule équipe qui sera en mesure de battre Monaco, à part peut-être Paris, parce qu'on a vu que l'Asvel, pas encore, eh bien, c'est Monaco, en fait. Monaco peut se mettre Ouais, des bâtons dans les roues tout seul en c'est ça. fonction de leur motivation ou plutôt de leur non-motivation. Donc, ce match est un peu une référence, je pense, pour les 2 équipes dans ce qu'il faut faire pour Saint-Quentin et dans ce qu'il ne faut pas faire pour Monaco. Saint-Quentin, tu fais bien de le rappeler, ils ont joué Paris. Il me semble que c'était lors de la deuxième journée. Après, déjà, c'était un gros coup, on va peut-être le rappeler rapidement, Saint-Quentin qui allait gagner sur le parquet de Boulogne. Des supporters, comme tu le dis, ils avaient fait le déplacement. J'en profite pour passer une petite dédicace à Baptiste Picaz, qui est journaliste à ma télé, je pense que tu dois connaître, qui commentait l'année dernière la Pro B. Champion de Pro B, rajouter peut-être avec le coach Julien Mahé, pour moi, c'est tout simplement un très très bon coach. Quand on voit qu'ils n'ont pas non plus gardé, ils ont quand même gardé Mathis de Souliouvo, Melvin Jassa. Ils ont recruté d'autres Américains que personnellement je ne connais pas, donc à voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est intéressant. Ils ont joué 2 matchs, ils ont joué 3 matchs. Bon, ils perdent contre Monaco et contre Paris, donc voilà. Et Paris à domicile, c'est pas non plus mauvais. On va y revenir après rapidement sur Paris, mais c'est peut-être le match le plus difficile que Paris a eu sur les 4 matchs contre Saint-Quentin pour l'instant. Ouais. Voilà pour Saint-Quentin. Et ouais, Monaco, oui, effectivement, forcément, ils peuvent se permettre des relâchements. Enfin, pour l'instant, ils peuvent se permettre des relâchements quand tu vois les stars qu'ils ont dans leur équipe, Mike James, que ce soit Emile Kobo, Alpha Diallo, des shooters comme ça, voilà, c'est compliqué. Il n'y en a pas d'autres, du moins très peu dans notre championnat. Blois, Bourg-en-Bresse, peut-être rapidement. C'est le match qu'on n'a pas vu, il me semble, tous les deux, mais c'est un résultat qui nous a un peu surpris. Blois qui, dans un jeu de paume toujours aussi complet, lors de la journée 3, c'était la semaine dernière, qui a battu Bourg-en-Bresse. Et ça, c'est intéressant. Ouais, très intéressant, ça montre que Blois sera encore une fois à domicile et peut-être même à l'extérieur, une équipe qui sera compétitive, qui va jouer. On s'attendait, au vu de la saison dernière et de la philosophie du coach, à une équipe de Blois peut-être, qui, j'ai envie de dire, aller un petit peu mettre le verrou à domicile, qui serait plutôt portée sur la défense et on voit que c'est tout le contraire. En ce début de saison, on a une équipe qui est joueuse, qui joue extrêmement bien, qui attaque bien, qui a une capacité de scorer. Et donc, une équipe jeune aussi, mais très dynamique. Et c'est d'ailleurs mon coup de cœur pour ce début de saison. J'aime beaucoup ce que propose l'ADA Blois. Ouais. Tu vas en parler d'ici 2 secondes, juste rappeler le match de Paris-Dijon aussi. Moi, c'est un match qui m'a surpris. Je pense que toi aussi. On s'attendait peut-être à un match autre. Et Dijon qui a du mal à 3 points sur ses premières affiches. Bon, ça va mieux. Une équipe de Dijon pourtant habituée à des cartons. Quand on voit Cameron Hunt qui arrive, un joueur assez talentueux. On a toujours David Alston, Jonathan Roussel, si je ne me trompe pas. Ils ont recruté des JFL intéressants comme Alan Dokossi, Dylan Afomama, mais voilà, ces joueurs, pour moi, il faut qu'ils passent un cap. Ils ne l'ont pas encore passé. Quand on voit, d'ailleurs, pour moi, Dijon, c'est ma petite désillusion. Voilà, on nous annonce 2-3 trucs. Désillusion, on va revenir rapidement, mais ouais, Dijon, enfin, qui gagne, mais qui avait quand même pris une claque et qui n'avait tout simplement pas ici. On en a parlé tout à l'heure de l'intensité de Paris. Ils avaient totalement subi cette intensité menée par le coach Thomas Lisiualo, si je ne me trompe pas. Voilà. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sur Paris, ce Paris-Dijon. Il n'y a pas eu photo, hein, dans la première journée. Ouais, non, non, tu l'as bien dit, on a déjà parlé de Paris. Ouais, À la rigueur, maintenant, avec un petit peu de recul, c'est pas forcément une surprise quand on voit ouais. les autres résultats qu'a eu Paris. À domicile, je crois qu'il y a eu 81-64, 17 points d'écart. Heu, c'est conforme à ce qu'on a vu de Paris, en fait, et ce qu'on a vu de Dijon sur les matchs, suivants. Mm. Dijon a changé quelques joueurs. On a vu surtout que les cadres, plutôt qu'effectivement Alan Dokossi, Afomama, qui ont des joueurs à leur poste également, qui sont en capacité d'apporter. Pour moi, Chicoco, ouais, pardon, tu fais. Ouais. ouais, c'était surtout l'axe 1-5, David Holston et Vitaly Chikoko, qui Mm. n'étaient vraiment pas du tout au niveau. Chikoko, saison après saison, il arrive en début de saison hors de forme. Et donc ça, c'est effectivement un vrai problème dans le jeu, pour moi, de Dijon. Et effectivement, David Holston, qui est pas non plus performant.
tout de suite, ça devient plus compliqué pour Dijon, alors qu'en face, Paris, avec, bon voilà, hein, ils ont 6 ou 7 joueurs qui évoluaient la saison dernière à Bonn, donc on Mm. peut dire qu'ils se connaissent déjà très bien, ça tourne très bien, donc au final, c'est pas tant une surprise que ça avec un petit peu de recul. Pour parler rapidement de nos coups de cœur, je vais te laisser commencer. Dévoile ce coup de cœur. Ouais, effectivement, moi, mon équipe coup de cœur, je le disais, c'est l'ADA Blois. Autant, lors du recrutement, j'étais, un petit peu sceptique sur le papier avec, la jeunesse, le manque d'expérience, des joueurs qu'on ne connaît pas forcément comme, Tobin Carbery, Robert Boudard, Josh Hawley également qui nous vient d'Allemagne. Mais, ce que j'ai vu des 1ers matchs de Blois, franchement, m'a un petit peu bluffé. Heu et j'ai d'ailleurs un joueur également coup de cœur, qui pour moi vraiment pouvait être la révélation de cette année et c'est déjà le cas, il commence à faire beaucoup parler de lui. C'est Milan Barbic, qui a été responsabilisé, hein. Il a été pris pour être le 1er meneur de l'ADA Blois. Alors je pensais qu'il aurait été derrière un Américain comme c'était un petit peu le cas pour, Thomas Corneli l'année dernière, mais non, c'est bel et bien Milan Barbic qui est le 1er meneur de l'ADA Blois et on peut dire que, il crève l'écran, un meneur, scoreur, très fort en pénétration, assez adroit, qui est capable de distribuer aussi et je trouve qu'il donne un allant offensif à cette équipe vraiment, très intéressante. Globalement, c'est une équipe qui est très dynamique avec de la jeunesse. C'est une des équipes les plus jeunes, mais ces jeunes-là n'ont vraiment pas froid aux yeux, que ce soit Milan Barbic, Armel Traoré, Brice Dessers, parfois même Maxime Sconard qui fait Ouais, des bonnes rentrées. Donc je trouve qu'il y a vraiment une belle énergie autour de cette équipe et que ça va être une équipe vraiment, très sympa à avoir joué cette année. Tu le fais bien de préciser, Maxime Sconard, c'est bien ça, qui a joué son premier match, 1er départ dans le 5 majeur contre Nanterre. Bon, le résultat n'est pas forcément au bout, mais il y a une éthique de travail très intéressante de la part de l'ADA Blois, année après année. Je passe le bonjour à Yanis Bourgeois qui peut-être nous regardera cette vidéo. Blois, comme tu l'as très bien résumé, qui est une équipe qui grandit, pour moi qui grandit et voilà, je pense que tu as très bien pour moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais j'ai un autre coup de cœur, c'est également un autre promu, Blois qui était promu il y a 2 ans désormais, c'est Chalon-sur-Saône. Personnellement, je les ai vus en préparation, un seul match que j'ai vu. J'étais très inquiet, bon c'était il me semble début mi-août. J'étais très inquiet que c'était la rouste qu'ils ont pris à Nancy. Nancy sans Mason, mais bon, Chalon qui avait joué sans Nikolic à l'époque, sans son américain Jeremy Love notamment, le lituanien Kubati. Bétis, ouais. Ouais. Et donc Chalon pour moi qui va mieux, je sais pas ce que tu trouves dans le jeu, mais ce que fait Aseric, non pas Aseric, je sais non, le coach de Vucevic, Savo Vucevic, le coach qui a monté cette équipe de Chalon. C'est intéressant ce qu'ils font parce que quand je regarde le match pour l'instant, tous les matchs ils perdent à Nancy dans France. C'est une équipe pour moi qui peut-être l'équipe la moins palpitante sur le papier avec moins de grands teams. Ils ont voté Olivier Portal qui est Bazac. Ils ont gardé Mathias Knudsen, c'était un pari. Il y a beaucoup d'interrogations là-dessus et pour l'instant, pour moi, il répond présent et notamment un certain monsieur Antoine Hito à plus de 35 ans qui avait loupé le match contre Monaco suite à une blessure, un petit pépin. Et là, il revient bien. Enfin, il est sur 15 points de moyenne, si je ne me trompe pas. Et ça va vraiment être une valeur sûre une nouvelle fois. Antoine Hito, un grand joueur qui sera épaulé. Mais vraiment, cette équipe de Chalon, pour moi, elle est intéressante parce que, comme je disais, il y a vraiment des paris qui sont osés. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mathieu Missoni qui arrive. Et aller gagner avec un écart assez conséquent à Roanne, à Vacheresse, ça va peut-être te fendre le cœur, mais voilà, moi ça m'a fait chaud au cœur pour l'expression que Chalon a gagné déjà son premier match en plus. Je vais me rappeler quand même son premier match après avoir perdu face à Nancy et à Nancy. Ouais.
Et effectivement, c'était une victoire méritée, vraiment méritée, pour le coup, à Rouen. Comme tu l'as dit, il y a de la continuité dans cette équipe, hein. Ils ont gardé quand même une ossature de l'équipe qui a gagné les playoffs d'accession de Pro B la saison dernière. Antoine Eto'o, c'est un joueur qui est intemporel. C'est toujours le même, aussi performant en Pro B qu'en Betclic. Il a massacré Rouen justement sur une séquence de 2 ou 3 minutes. Il a enchaîné 3 ou 4 tirs à 3 points en dessous des tirs en première intention. Il a vraiment porté son nom de Mr. Big Shot. Il a pris le feu. Il était totalement incandescent et voilà, sur le papier, c'est vrai que bon, c'est effectivement pas l'effectif le plus ronflant, mais ça joue. Et on voit qu'il y a un Alexej Nikolic, justement, eh bien, c'est un joueur de classe internationale. On le voit, l'international slovène qui a joué la Coupe du Monde aux côtés de Luka Doncic. On voit tout ce qu'il apporte. Il avait déjà été très intéressant quand il jouait du côté de Gravelines. Et là, on voit vraiment que ça va être vraiment le patron de cette équipe. Il est très adroit. Il défend, il est athlétique et je pense qu'il va faire souffrir un bon nombre de défenses. Moi, c'est l'équipe de Chalon. On va peut-être parler du Portel. Le Portel, il faut le rappeler, c'est compliqué pour eux. Ils enchaînent les grosses défaites. Même s'ils ont perdu de peu, j'avais oublié de rappeler ce résultat face au Mans. Excuse-moi, on n'en a pas trop parlé. Ils ont une courte défaite enfin face au Mans, après 3 gros cartons. Le Portel, à contrario, le Portel qui ne rassure pas, si on peut rapidement revenir sur le Portel. Ouais, pour être honnête, je n'ai pas regardé, j'ai regardé aucun match du Portel cette année, donc je pourrais pas beaucoup t'en parler, à part de suivre un peu les résultats. Il y a un effectif sur le papier, bon voilà, on le sait, le Portel de saison en saison, c'est compliqué en termes de budget. Cette année, je crois que c'est encore plus compliqué que les autres années. Ils ont déjà dû faire une demande de subvention de la part de la collectivité. Ils ont misé sur des joueurs qui viennent du championnat portugais, 2 joueurs qui évoluaient dans la même équipe, je crois. Des jeunes Français prometteurs de Pro B, hein, qui ne dominaient pas en Pro B, mais qui étaient des joueurs très intéressants. Bastien Vautier, pour le coup, lui qui dominait, Ouais. Guy Diawara qui est descendu avec Quimper mais qui était intéressant, et Yvan Février qui est un joueur aussi intéressant. Tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui ne connaissent pas ce niveau-là, la Betclic Elite, qui doivent s'adapter. Donc il y a effectivement un temps d'adaptation. Et c'est vrai qu'il manque peut-être aujourd'hui d'un vrai leader comme pouvait l'être Nadir Riffi la saison dernière. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai vu il y a quelques minutes, c'est que le Portel allait faire venir pour remplacer Charles Noué-Aboueux Robert Turner, qui évoluait du côté de La Rochelle la saison dernière en Pro B. Un très très fort scoreur qui tournait à près de 22 points de moyenne en Pro B la saison dernière. Donc je l'ai vu de mes propres yeux habitant à La Rochelle. Je vais être je suis très impatient de voir ce que Robert Turner peut amener, parce que je pense vraiment qu'il leur manque un feu follet et un talent offensif. Je pense que Robert Turner peut être ce joueur-là. À voir s'il arrivera à s'adapter à la Betclic Elite, mais vraiment, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. C'est pas le sujet de l'émission. Merci de le rappeler. Une info fraîche, voilà, qu'on vient d'apprendre, que tu viens de nous donner. Robert Turner, ouais, pour revenir rapidement avec lui, déjà l'année dernière, très peu d'expérience en Pro B, si je ne me trompe pas, déjà du jeu français. Il s'est immiscé dans le collectif de La Rochelle très facilement. Ça leur a permis un maintien solide. Bon, c'était pas le seul. Il y avait un autre joueur qui est arrivé en cours de route. Mais voilà, il faut voir ce que ça va donner. Mais pour moi, je suis très inquiet du Portel, même si c'est pas ma sonnette d'alarme. Rapidement, tu as décrit ton joueur de cœur qui était Milan Barbic. Je ne sais pas si tu veux y revenir là-dessus. Non, je pense que j'ai tout dit Bon. sur Milan. Je vais être très attentif à son match, justement, mercredi, face à Rouen, mon équipe. Voilà. Moi, je voudrais décrire un joueur, tout simplement une star qu'on attend. C'était mon choix, vous n'allez peut-être pas le trouver très original. C'est TJ Short, qui arrive de Bonn notamment, champion d'Allemagne, vainqueur de la Ligue des Champions. Il faut le rappeler, la BCL, hein, Bonn qui a gagné la BCL aussi.
Non, et Ça, Bonn n'a pas été champion d'Allemagne, hein. C'est Ulm, c'est l'équipe de Ulm qui a été sacrée championne d'Allemagne. oui, vice-champion, oui, pardon, vice-champion, oui. Tout à l'heure, j'avais fait la faute. Vice-champion, ils avaient sorti coup sur coup, ils avaient sorti le Bayern, si je ne me trompe pas, de mémoire, voilà, en BBL. Ouais, donc TJ Short qui arrive, un joueur formé donc, dans une fac américaine UC Davis, pas forcément une très grosse fac. Il a un parcours assez atypique parce qu'il est arrivé par la Pro B allemande, qui est l'équivalent de notre National 1 française, donc un peu en dessous de notre National 1 française. Et il est très rapidement monté en gamme avec un passage à Hambourg, je crois, en Pro A, donc cette fois-ci donc la Pro B française. Et il y a cela 2 saisons, il a évolué avec les Crash Lions de Merlins en BBL, division 1 allemande. Et là, il s'est révélé notamment au shoot. C'est pas un meneur de grande taille, mais il est assez jeune et pour moi, c'est peut-être l'étoile montante avec un Nadir Isfis sur les prochaines années du Paris Basketball. On voit qu'il suit son coach, enfin du moins le coach le suit à voir comment on le prend. Mais c'est un joueur très intéressant et ça se voit dans les points de vue statistiques, pour faire court. Il me semble qu'il est à 20 points de moyenne, il a fait 3 gros matchs à plus de 20 déval. Donc pour moi, c'est un joueur à suivre et on va le retrouver demain, à l'heure où on tourne l'émission, contre les Wolves, un club lituanien, en Eurocup. Et c'est peut-être le nouveau Johan Bégarin de Paris Basket, mais un profil totalement différent. Totalement différent et surtout bien plus fort, hein. TJ Short, c'est le MVP de la BCL l'année dernière. Donc, c'est déjà en fait un client. Et pour ceux qui suivaient le championnat allemand, c'est tout sauf une surprise de le voir à ce niveau-là. C'est un joueur qui est amené à évoluer maintenant très rapidement en Euroleague. Et c'est ce qui va d'ailleurs être le cas pour Paris, qui, s'il ne remporte pas l'Eurocup, devrait se voir attribuer d'ici 1 ou 2 ans une licence, une wildcard par l'Euroleague, hein. Maintenant, c'est dans les tuyaux depuis Ouais. pas mal de temps. Comme tu dis, c'était dans les tuyaux. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur nos coups de cœur. Il me semble on a parlé aussi on n'a pas parlé de nos désillusions. Je vais te laisser Ouais. enchaîner là-dessus et après on parlera des actus, notamment de la BCL Champions League. Ouais, bah, très, très rapidement, pour l'instant, moi, ma déception, même s'ils ont eu un calendrier un peu délicat en termes de contenu, en termes de construction d'effectifs et de ce que je vois pour l'instant, je suis assez inquiet pour Gravelines. Gravelines, on le sait, ça nous déçoit de saison en saison, mais là, le début de saison est particulièrement délicat. J'étais assez optimiste, je me voulais assez optimiste pour Gravelines avec de belles promesses entrevues la saison dernière quand Laurent Leniam a repris le club après le licenciement de J.J. Jackson. Il a construit l'effectif, il avait carte blanche, on va dire quasiment carte blanche pour construire l'effectif. De ce que je vois sur les premiers matchs, j'ai des interrogations sur un secteur qui est peut-être le secteur le plus important en basket, c'est l'axe 1-5. Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient un petit peu dubitatives sur le choix de prendre Lauren Jackson à la main, un meneur certes très talentueux, aussi talentueux que pouvait l'être Justin Robinson la saison dernière, avec qui Laurent Leniam n'a pas souhaité continuer, mais avec voilà, un profil et des attributs, des capacités défensives qui sont compliqués, alors qu'on le sait, Laurent Leniam, c'est un coach à vocation plutôt défensive. Et on l'a vu, là, j'ai regardé le match, justement, la défaite de Gravelines à Bourg. Laurent Leniam, il s'arrachait des cheveux, des fois, devant les choix de Lauren Jackson et des deux côtés du terrain. Déjà parce qu'il prend des vents monumentaux en défense, et puis même en attaque, il fait parfois des choix assez douteux dans les pertes de balles, dans les remontées de balles, dans sa sélection de tirs aussi, où des fois, il va prendre des tirs en première intention, sans mouvement collectif. Et puis, bon, pour un joueur pour qui normalement le tir extérieur est censé être sa qualité principale, je crois qu'il tourne à 29% de réussite, dont 25% derrière l'arc. Donc c'est C'est très faible. inquiétant sur tous les niveaux pour Allen Jackson. Et c'est aussi inquiétant, je trouve, je parlais de l'axe 5 mais pour Landry Noko. Voilà, dans mes previews, j'en parlais. Il a une bonne petite carrière derrière lui, Landry Nyoko. Il évoluait en Euroleague du côté de la Berlin. Après, on sait que
ça peut être compliqué justement de passer d'un statut de joueur de l'ombre, de joueur de rotation, à celui d'un joueur mis sur le devant de la scène et qui est amené à être un joueur dominant, d'autant plus pour les joueurs intérieurs. Et c'est là où c'est un petit peu inquiétant, c'est que bah, sur ce début de saison, je vais pas dire que je m'y attendais un petit peu, mais bon, Landry Gnocco n'est pas le joueur dominant que le BCM voulait avoir à l'intérieur. Eux qui voulaient garder Jadjuan Johnson à la base. Entre le fait d'être fall trouble et de prendre des fautes trop rapidement, ou alors de ne pas être servi comme il faut, par un Lauren Jackson notamment, l'axe 1-5 est clairement pour l'instant défaillant du côté du BCM. Et pourtant, malgré la blessure de Chris Clyburn, amené à être un joueur leader de Mm. l'effectif, Caleb Walker, qui a été pris pour le remplacer, pour l'instant, je trouve, donne satisfaction. Mais c'est vrai que ce soit défensivement ou sur l'apport également des joueurs intérieurs, il y a du boulot à Gravelines et c'est assez inquiétant, je trouve. C'est inquiétant. Moi, j'ai vu aucun match de Gravelines, donc je vais être clair. Et quand on voit les résultats, ils sont pas loin à chaque fois. Ils sont pas loin. Peut-être qu'il leur manque effectivement, comme tu dis, de la défense. À voir ce qu'ils vont faire demain à domicile, il me semble, contre Limoges, le CSP. Ça va être un match très très important et on se souvient que l'année dernière, pour ajouter un petit point là-dessus, ils gagnaient pratiquement tous leurs matchs à domicile, ce qui leur a permis un maintien assez confortable, si je ne me trompe pas. Voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, peut-être parler de. Ouais, j'ai déjà bien parlé de Gravelines. Tu Ouais, disais qu'effectivement, ils peuvent être dans les matchs. Après, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de matchs et ils sont jamais vraiment devant. En fait, j'ai l'impression que c'est plus une équipe à ouais. réaction, mais qui ne parvient pas justement à pouvoir donner. En fait, ils sont dans les matchs, mais ils te donnent jamais l'impression d'être en capacité de pouvoir gagner le match. Et ça, c'est assez inquiétant en vue, je le disais, du fait que pour l'instant, l'axe 1-5 titulaire, les joueurs étrangers ne sont pour l'instant pas à la hauteur. Mm. On va peut-être parler de Dijon, l'axe 5 on en parlait tout à l'heure, qui est peut-être pas non plus à la hauteur. David Alston, Chikoko, qui est pourtant l'un des plus beaux axes 1-5 de la saison. Franchement, c'est compliqué pour Dijon qui revient un peu là après, voilà, après cette victoire ce week-end. Mais j'ai quand même envie de lâcher un peu ma déception sur ce début de saison de Dijon, notamment la défaite à Nancy, un match totalement très 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 mauvais. Le nombre de marchés, je pense, il faut le souligner, on avait l'impression de voir des joueurs de National 1, voire de National 2. Même s'ils ont recruté Lazic, si je ne me trompe pas, qui est un shooter assez fiable. Ça, c'est un joueur aussi que je pense qu'il faut suivre cette saison pour les fans de Betclic. Ouais, c'est pas rassurant pour Dijon qui commence quand même la saison avec, sur ce mois de septembre, une victoire, 3 défaites, si je ne me trompe pas. Voilà pour Dijon. Pour être assez bref, est-ce qu'il va y avoir une réaction? Est-ce que la victoire, large victoire face à. On a vu enfin Cameron Hunt aussi, je pense que tu as dû voir le match, qui s'est enfin révélé, qui a enfin montré son potentiel. On l'attendait quand même comme un grand soldat. Jacques Calinguet qui est toujours là, donc Dijon qui jouera la BCL, si je ne me trompe pas, il me semble, Ouais. toujours. Voilà, donc faudra voir pour Dijon. Et pour l'instant, c'est une déception. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir, je pense, pour nos coups de cœur, pour faire rapidement sur les actus. Très bonne nouvelle pour le basket français, on est d'accord. La SIG, on en parle en début d'émission, et Cholet sont qualifiés pour le tour principal, du moins les phases de groupe, le premier tour, pas le top 16, hein, le premier tour, après avoir passé les phases préliminaires. Donc ils se qualifient, sachant que la SIG a des blessés. On parlait rapidement. Ils ont repris Morancy pour une pige, il remplace Brecky. Hugo Ivernici revient au Bercail. C'est un projet intéressant. Phil Booth. Là, SIG qui s'appuie toujours sur des meneurs scoreurs américains. On a toujours Léo Cavalière, notamment. On a toujours l'éternel Paul Lacombe aussi qui était de retour la saison dernière. Et Cholet aussi, il va falloir compter sur eux. Laurent Villa n'a pas été élu coach de l'année dernière pour rien. Donc voilà, si je peux résumer rapidement. Tu m'entends? Ouais, ouais.
Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, non, non, j'ai rien de plus à Voilà. ajouter. C'est effectivement une bonne nouvelle pour le basket français. 2 effectifs que je trouve, personnellement en dessous de ce qui était Strasbourg et Cholet, l'année dernière, mais qui semblent se construire des collectifs intéressants. Donc, à voir ce que ça va donner, sur la durée surtout. J'attends surtout Donc de voir sur la durée ce que ça va donner. effectivement, 2 équipes qui joueront, la Champions League, la C3 si on peut l'appeler ainsi. Elle est un peu quand même en dessous de l'Eurocup, même si ça reste un niveau, très intéressant. Peut-être parler maintenant des actus rapidement à venir, toujours sur Squeak. Donc demain, il y aura de l'Eurocup, beaucoup de matchs. Il y aura, 4 matchs de Betclic, 4 matchs de Betclic. SIG, contre Bourg, ça va être intéressant. Gravelines Limoges, comme on l'a dit, Monaco, Dijon. Saint-Quentin-Lazel, ça sera sur la chaîne L'équipe. Peut-être rapidement nos prévisions sur le mois d'octobre à venir, les équipes qu'on attend pour conclure. Alors, je t'avoue que j'ai pas le calendrier Ouais, moi non entier, plus, moi non plus. octobre en Mais tête, ouais, mais je vais être surtout très attentif, de voir, on a eu là des premières journées de Betclic Elite, c'est le début des coupes d'Europe, donc je vais surtout, essayer de regarder comment vont se comporter les clubs comment vont gérer en fait les clubs qui sont engagés en coupe d'Europe entre, la coupe d'Europe la semaine et puis le championnat le week-end. Ça va être intéressant de voir est-ce que Paris va conserver le même niveau d'intensité? Est-ce que Bourg va continuer, à être aussi bon? Comment va se comporter Dijon, justement avec, la coupe d'Europe? Voilà, il y a plein de choses intéressantes à observer. plein de choses intéressantes. Il y a des équipes, pour l'instant, qui devront rattraper des matchs en retard. Cholet qui n'a joué que 2 matchs, pour l'instant, donc c'est vrai qu'on en parlait. C'est compliqué de tirer, des conclusions. Bon, ils ont battu, il me semble, Le Mans lors de la première journée. Si je dis pas de bêtises, voilà. Faudra voir. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Écoute, merci de m'avoir accompagné sur cette coémission qui va avoir lieu, je pense, tous les mois, voilà, tous les débuts de chaque mois. N'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne France Basket et je pense à ta chaîne, courte, hein, puisque on essaie au maximum de vous partager notre passion. Je pense que je peux résumer comme ça. Et moi, je te dis à la prochaine, Ben. Ouais, Merci merci, avec encore. plaisir. Salut. Salut.